Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Déjà paru. Ethnographique, collection dirigée par Pascal Lerest. Ethnographique veut entraîner l'œil du lecteur aux couleurs de la vie, celles des quartiers et des villes, des continents et des îles, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des blancs et des noirs. Saisir le monde et le restituer en photographie instantanée, de façon sensible et chaude, proche et humaine, tout en préservant la qualité des références, des méthodes de traitement de l'information et des techniques d'approche est notre signe et notre ambition. Déjà paru. Nicole Eschenlohr, Le caméléon et la mort en Afrique, 2015. Bertrand Arbogast, Florent Lartiflot, 2014. Pascal Lerest, Le tumulte des vagues. La trilogie du jeu de vivre, tome 3, 2014. Pascal Lerest, Le temps des blessures. La trilogie du jeu de vivre, tome 2, 2014. Pascal Lerest, Les promesses du monde. La trilogie du jeu de vivre, tome 1, 2014. Philippe Lipschitz, Nouveau Far West, 2014. Louis Falavigna, À la recherche du plaisir de vivre. Actualité d'Albert Camus. Dialogue pour la scène, 2013. Louis Falavigna, L'ivrogne qui a crié au tototoy, où on a tué le Chichibou, 2013. Louis Falavigna, La première gynécologue de l'histoire ou l'enfant du miracle, 2013. Bertrand Arbogast, Ethnographie d'un village ordinaire, 2012. Pascal Lerest, La marche du temps. Ethnographie d'un parcours adolescent, tome 1, 2011. Pascal Lerest, Banlieue Sud et le 17e printemps. Ethnographie d'un parcours adolescent, tome 2, 2011. Muriel Santoro, Mon voisin de Maïs. Voyage au Guatemala au cœur de la culture maya, 2010. Copyright L'Harmattan 2015. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.harmattan.fr. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. ISBN EPUB 978 2 336 73 358 6. Remerciements. Sincère et profond est le remerciement que je voudrais adresser à celle qui a permis l'élaboration de cette recherche, ma directrice de thèse, Doris Bonnet. Merci à la tutrice attentionnée qu'elle a été, à la directrice exigeante qui a su m'apprendre à être à la hauteur d'un tel projet. Mes plus respectueux remerciements s'adressent également à la directrice de l'Académie de Bamako Rive Droite, Diama Sissouma Togola. Je tiens à exprimer aussi toute ma reconnaissance à Helvetas Mali et au Mobium. Ils m'ont permis de conduire cette recherche et ont su tolérer le regard intrusif que je portais sur leur quotidien. Mes plus vifs remerciements vont aussi aux artisans de Bamako et aux habitants du village de Sibirila pour le temps qu'ils ont accepté de me consacrer et pour les attentions qu'ils m'ont toujours réservées. Pour leurs remarques et leurs précieux conseils, je tiens enfin à remercier les membres du jury de soutenance de la thèse à partir de laquelle ce livre a été construit, Boris Petrick, Laurent Vidal, Jean-Paul Collein et Anne Doquet. Je reste cependant la seule responsable de ce texte. Dédicace. À mon père. Préface de Pascal Lerest. Roberta Rubino est une jeune femme diplômée de l'Université de Naples en relations internationales et en études diplomatiques, depuis 2004. Elle a quitté l'Italie et est venue s'installer en France, à Paris, pour compléter son cursus en ethnologie. Étudiante à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, elle a obtenu son doctorat en anthropologie sociale et en ethnologie en 2013. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle en 2014 sur sa thèse et de l'aider à repenser l'ensemble de son travail pour le publier sous une forme attractive et un style aussi dynamique que possible. Après 18 mois de réécriture, je suis très heureux de pouvoir préfacer ce premier livre en 2015. Parmi l'ensemble des livres publiés dans la collection ethnographique de l'Harmattan, celui-ci trouve une place singulière et s'inscrit dans une étape pour penser de manière ethnologique les aspects de la globalisation économique qui s'impose à des territoires circonscrits et à des populations fixées localement. Roberta Rubino décrit par le détail la chaîne de production du coton biologique et équitable du Mali,
et analyse les éléments qui rendent compte de l'impact sur l'organisation sociale et politique des villages. Le commerce équitable tel qu'il se révèle au Mali constitue-t-il un moyen de développement alternatif pour les producteurs? Se distingue-t-il sur le marché des autres types d'échanges? Et les questions de dons, comment se manifestent-elles dans ce commerce? Le travail de Roberta Rubino est remarquable à plus d'un titre. En premier lieu, le lecteur est captivé par le terrain d'élection de l'ethnologue qui s'aventure sur des réalités humaines très actuelles, centrées sur des enjeux de commerce équitable, de production biologique agricole dans un pays d'Afrique où se mêlent des aspects historiques de dons et de dettes, et en observant également les modes d'intervention des ONG, aux frontières par conséquent des questions d'économie solidaire, de travail social, de principes associatifs. Pour cela déjà, la jeune ethnologue de 35 ans mérite une attention particulière. Mais de façon plus fine, ce qui séduit davantage le lecteur en second lieu, c'est la force du style de cet auteur qui revendique une affirmation, celle du jeu, qui écrit donc à la première personne du singulier et qui de ce fait entraîne son lecteur dans une ethnographie du sensible, en appuyant avec discrétion sur ce regard chaud, si bien décrit par Pascal Diby, l'ethnologue des portes. Cette ethnographie du sensible n'en est pas moins une ethnographie très objectivée, remarquable dans son enquête fouillée, qui avance comme une démonstration mathématique. En troisième point, Roberta Rubino considère des aspects très anciens du discours ethnologique tels que les questions de dons et de dettes, mais les renouvelle dans une perspective dépouillée du décor exotique très souvent exploité par la tradition de première moitié du XXe siècle, tout en nous conduisant de Paris à Bamako, de Lhassa à Bougouni. Elle propose ainsi une grille d'analyse pour de multiples objets d'étude qui dépassent très largement le sujet de son livre. Bien évidemment, la qualité de l'auteur diplômé d'études politiques à Naples n'est pas sans résonance dans cette capacité de l'ethnologue à majorer ses lignes de force pour accroître la puissance de son style. Je pourrais encore trouver bien d'autres intérêts à ce livre et ergoter sur ses qualités, mais il me suffira pour conclure et laisser le lecteur entrer sans tarder dans la description du commerce équitable au Mali vu par Roberta Rubino de dire que cette jeune ethnologue représente une nouvelle génération de chercheurs, tout à la fois brillante dans le traitement et la restitution de ses travaux, brillante aussi par le choix du terrain et ce qu'il énonce dans l'actualité de nos modèles de vie, d'échange et d'organisation sociale. Pascal Lerest. Docteur en ethnologie ethnométhodologue. Diplômé d'État en ingénierie sociale. Directeur des collections ethnographiques et éducateur. Et prévention chez l'Harmattan. Directeur du cabinet conseil et formation à Chartres. Conseiller technique à l'ADSEA 77. Enseignant et formateur dans de nombreuses écoles. Présentation. 13 octobre 2006, Paris, rue du Faubourg Saint-Martin. Au tapis rouge, le plus ancien grand magasin de la capitale, se déroule la 3e édition de l'Ethical Fashion Show. Le salon de la mode éthique expose les créations d'artistes qui ont fait le choix d'intégrer à la mode les principes sociaux, environnementaux et économiques du développement durable. Il s'agit d'une forme militante de la mode qui se dit attentive à l'homme et à son environnement, parce qu'elle applique les conventions de l'Organisation internationale du travail, et parce qu'elle favorise des matières premières issues de la récupération, du recyclage ou des modes de production à moindre impact environnemental, comme la production biologique. L'Ethical Fashion Show s'annonce aussi comme le salon de la mode solidaire, puisqu'il accueille des collections conçues selon les principes du commerce équitable. Le salon de la mode éthique déclare s'ouvrir ainsi aux influences créatives des pays du Sud, avec le double objectif d'encourager leur développement économique et de sauvegarder les savoir-faire culturels particuliers. C'est au Salon de la mode éthique que je découvre les créations de Balaki Sahar, un groupement d'artistes peintres maliens. Situé sur les hauteurs de Bamako, sur la colline de Lhassa, l'atelier de Balaki Sahar présente une collection de vêtements et d'accessoires en coton biologique décorés avec la technique du Bogolan. Le responsable du stand m'explique que Balaki Sahar a accès au coton bio-équitable malien, par le biais d'une grande ONG suisse de développement qui depuis 1999, a démarré un projet pour la production du coton biologique au Mali. Les activités de Balaki Sahar s'inscrivent dans ce même projet, et visent au renforcement des capacités des acteurs du Sud et à la promotion du marché.
À l'Ethical Fashion Show, le stand de Balaky Sahar est situé au rez-de-chaussée du tapis rouge où sont installées des collections de haute couture et un espace nature. On expose ici toutes les créations qui ont le goût de l'ailleurs, et des savoirs ancestraux des peuples qui vivent au plus près de la nature. Cependant, de premières contradictions apparaissent entre les représentations subjacentes à ce genre de disposition et les déclarations de Balaky Sahar qui, dans sa fiche de présentation, affirme réaliser un Bogolan traduit moderne. Travaillant sous la forme d'un commerce équitable, nous tentons de jumeler au mieux les cultures africaines et occidentales, d'alterner les coutures traditionnelles avec des coupes plus modernes, de varier les dessins aux idéogrammes ethniques et symboliques avec des motifs plus contemporains. Ces objets, mais surtout les représentations sur lesquelles le salon de la mode éthique construit leurs valeurs, deviennent alors source de plusieurs interrogations. Parmi elles, les Bogolans de Balaky Sahar sont-ils des symboles authentiques de la tradition malienne ? Pourquoi dans le discours du salon de la mode éthique à Paris, l'authenticité et la pureté de la tradition malienne deviennent-elles des valeurs à défendre ? Comment ces objets sont-ils pensés et construits dans l'imaginaire de ses propres créateurs à Bamako, sur la colline de Lassa ? Enfin, quel sens ces objets assument-ils dans le Mali contemporain ? À un autre niveau, l'on peut aussi s'interroger sur le discours du commerce équitable et sur sa participation à ce clivage entre les différentes représentations. Mais en fait, qu'est-ce que le commerce équitable ? Quels sont les éléments implicites culturels, historiques et sociaux contenus dans ces principes ? Pour répondre à ces questions, il a été nécessaire de reconstruire l'histoire de vie de ces Bogolans en les suivant à la trace. Du tapis rouge de Paris à l'atelier de Balaky Sahar installé sur la colline de Lassa, jusqu'aux parcelles de terre où des productrices et des producteurs cultivent le coton bioéquitable au Mali. Cette enquête a permis d'observer les changements de statut de ces nappes de coton bioéquitable en fonction de leur trajectoire, et de prendre en compte la diversité des acteurs intervenant dans des contextes particuliers d'action et de signification. Ainsi, chaque étape a été placée dans une situation qui a donné un sens différent au coton bioéquitable malien. De plus, ce voyage entre Paris et Bamako a été l'occasion d'analyser les principes du commerce équitable et d'observer leur mutation dès lors qu'ils traversent les frontières et quittent les contextes socioculturels où ils ont été produits. Comment, par exemple, une ONG internationale de développement construit-elle et négocie-t-elle un programme pour la production et pour la transformation artisanale de coton bioéquitable au Mali ? Comment les coopératives de productrices et de producteurs sont-elles organisées ? Comment la production de coton bioéquitable est-elle socialement organisée dans les exploitations et dans les ménages ? Comment les principes du commerce équitable sont-ils reçus et interprétés par les producteurs ? Multisitués et plurisitués, le terrain de cette enquête qui a duré 14 mois se situe donc au Mali et sur 3 sites différents, Bamako, Bougouni et le petit village de Sibirila. En septembre 2007, j'arrive à Bamako et j'y reste 6 mois. J'observe tout d'abord la mise en place d'une partie du programme de l'ONG suisse de développement. Ce programme est consacré à la transformation locale du coton bioéquitable. Ce qui m'intéresse également, c'est le fonctionnement et l'organisation de l'ONG. Je passe donc mes journées au siège de l'ONG, à l'atelier de Balaky Sahar sur la colline de Lassa, et à la Tissutek proche du grand marché de l'artisanat de Bamako. La Tissutek de Bamako compte parmi les lieux de rassemblement les plus importants pour les professionnels du textile. Nombreux en effet, sont ceux qui ont décidé de participer au projet pour la transformation locale du coton bioéquitable. Les artisans de Balaky Sahar en font partie. La Tissutek de Bamako voit le jour dans le cadre d'un autre projet de développement, mis en place par une grande agence internationale de type gouvernemental, l'ONUDI. Dans ces locaux, les artisans et les maîtres créateurs se rassemblent, organisent leurs réunions, exposent leurs tissus et dans la cour, l'on trouve un espace recherche consacré à la création de nouvelles teintures. La Tissutek est aussi le lieu où se déroulent les formations de l'ONUDI et du CDE. C'est ici, et en quelques jours seulement, que l'on croit former les artisans, en faisant appel à des experts. Ainsi, la Tissutek devient-elle symboliquement le lieu physique où plusieurs stratégies d'aide au développement se croisent. La comparaison entre les projets,
Leurs démarches différentes, leurs interlocuteurs respectifs s'avèrent un exercice fort intéressant à effectuer. Les projets de l'ONUDI et de l'ONG suisse étaient destinés à se rencontrer, puisqu'ils s'adressaient aux mêmes personnes. Parfois en concurrence, parfois en complémentarité, leurs projets reflétaient diverses visions du développement. Il était alors intéressant de remarquer que souvent, pour les acteurs maliens, la loyauté envers la propre institution de développement prévalait sur une quelconque appartenance commune de type socioculturel. Je découvre ainsi une trame de myriades de filles à l'épaisseur variable qui se superposent. Parfois, leurs couleurs se combinent harmonieusement, parfois leurs teintes n'ont aucune nuance et quand elles sont trop vives, elles éclatent. Septembre 2008. Mon idée de remonter toute la chaîne de production du coton bioéquitable, en partant des artisans jusqu'aux producteurs, me conduit à Bougouni. La commune de Bougouni, en Bambara, le village des Petites Huttes, est l'une des premières communes urbaines créées par le Mali indépendant. Elle bénéficie du statut de chef-lieu du cercle portant le même nom depuis 1883. Le cercle de Bougouni est situé au sud-ouest de la région de Sikasso, avec une superficie de 20 600 km² et une population estimée à 326 824 habitants, essentiellement composée de Bambaras et de Peuls. L'ONG suisse est physiquement présente dans la commune de Bougouni. Elle y a ses bureaux opérationnels où travaillent les équipes de ses programmes principaux, décentralisation, coton biologique, eau et assainissement. Non loin des locaux de l'ONG se trouve le siège du Mobium, le mouvement biologique malien, créé en 2002 dans le cadre du projet coton biologique et équitable. Bougouni, qui est déjà un axe de jonction important pour les zones cotonnières du sud du Mali, est aussi un lieu stratégique incontournable pour les relations commerciales qu'elle entretient, non seulement avec Bamako, mais aussi avec le nord ivoirien. Lors de mon premier séjour au Mali, j'avais déjà visité Bougouni. C'est une ville qui manifeste un fort dynamisme, elle est en constante transformation. Selon le nouveau découpage administratif prévu dans le cadre de la décentralisation, Bougouni s'apprête à devenir une région. La présence sur place de l'ONG suisse et du Mobium n'est sans doute pas étrangère à la mutation de cette zone. Une nouvelle route à destination de Yanfolila a été inaugurée par le président Amadou Toumani Touré quelques jours après mon arrivée. De petits restaurants et des hôtels ont surgi de terre grâce à l'afflux de fonctionnaires nationaux et régionaux, à de nombreux consultants, évaluateurs, et à divers agents du développement qui ne cessent d'y circuler. Bougouni est aussi le nom d'une zone cotonnière, selon le découpage de la CMDT, Compagnie malienne du textile, et elle accueille son usine d'égrainage. Avant de me rendre chez les producteurs de coton, je décide de franchir une autre étape et de suivre le travail d'un des opérateurs techniques du Mobium. Depuis le début de ma mission, mon objectif était d'observer les frontières entre les diverses parties impliquées dans le projet, et d'explorer les signifiants, les échanges et les dynamiques qui caractérisent ces espaces. Les opérateurs techniques ont pour tâche de former les productrices et les producteurs à l'agriculture biologique et au principe du commerce équitable. Ils sont également porteurs des sollicitations et des revendications de ces producteurs. Ils se situent à l'intersection de ces dialogues souvent difficiles et tordus, qui caractérisent le monde du développement. Ils assistent quotidiennement à ces instants où l'échange verse dans le mépris. S'ils tentent de garder une position neutre, ils basculent parfois et penchent alors du côté de leurs devoirs. Mais parfois aussi, ils rallient la cause de leurs producteurs, ces individus qui sont encore leur famille, et dont ils comprennent bien les demandes ou le malaise. À chaque opérateur technique est confié un certain nombre de coopératives. Et chacun parcourt chaque jour des centaines de kilomètres sur sa moto, pour rejoindre les villages éparpillés dans la brousse, car les coopératives rassemblent plusieurs villages. Il n'est pas rare que le samedi et le dimanche soient occupés à rattraper le travail en retard, car les frontières traversées ne sont pas seulement spatiales, mais aussi temporelles et idéologiques. Ainsi, je deviens une invitée permanente de Bamba, un des opérateurs techniques du Mobium et de sa moto. Chaque jour nous partons ensemble, chacun sur son terrain. Le dernier maillon de la chaîne qu'il me fallait explorer étaient les coopératives de producteurs. Les coopératives sont des unités intervillageoises qui rassemblent des producteurs provenant de différents villages.
Pour satisfaire mes interrogations, je me suis aperçu que je devais privilégier comme unité d'analyse non seulement une coopérative, mais aussi un village. Au-delà de l'organisation et du fonctionnement d'une coopérative, j'étais davantage intéressé par tous les changements qui avaient pu intervenir au village, à la suite de sa participation au projet Coton biologique et équitable. Je m'attachais notamment à saisir les dynamiques qui peuvent surgir chez certains individus écartelés entre deux statuts, celui de membre de la coopérative et celui qui leur est socialement assigné dans le village. Je décide de prendre Sibirila comme espace pour mes enquêtes sur les productrices et les producteurs de coton bioéquitable. Enfoncé dans la brousse, ce petit village est situé à une 50aine de kilomètres de Bougouni. L'ancienneté de sa participation au projet est l'un des critères qui ont guidé mon choix. Car dans cette durée, je m'attendais à pouvoir saisir le plus grand nombre de changements. Mais mon intérêt principal était lié au fait que Sibirila était aussi le village du président du Mobium que j'avais déjà croisé dans ses locaux. Il occupait une place fondamentale à la tête du mouvement, et j'étais fort intrigué par le statut qu'il occupait au sein de son village, par les rapports qu'il entretenait avec les autorités traditionnelles et les autres membres de son village. De façon générale, mon objectif était de reconstruire aussi bien pour les femmes que pour les hommes, la complexité de leur identité que je voyais réduite à travers les rapports de l'ONG, à celle de producteurs et de productrices. Dans le but de croiser le statut de producteur et de productrice de coton biologique et équitable, avec la place de chacun des membres à l'intérieur d'un ménage, j'ai choisi de prendre un échantillon de 10 ménages pour mes analyses. Mes entretiens au village de Sibirila ont commencé seulement après la récolte du coton, à la mi-décembre. Et cette fois, c'était Bamba l'invité fixe de mon terrain. Jamais les habitants du village ne m'ont demandé de l'argent, ou quoi que ce soit d'autre, en échange de leurs paroles. Le premier jour, je me suis présenté au chef du village avec 5 noix de cola pour lui demander la permission de conduire mes recherches dans son village. Les derniers jours de mon travail sur le terrain, c'est moi qui amenais du sucre, du pain, du café et quelques photos aux familles avec lesquelles je m'étais entretenu le plus. Mais je l'ai fait très sporadiquement, l'énorme indigence rendait mes gestes dérisoires. Chapitre 1, du tapis rouge de Paris à la colline de l'espoir de Bamako. Le salon de la mode éthique, ce sont 4 jours de défilés, d'expositions, de tables rondes avec cet objectif. Prouver que la mode éthique peut être à la fois tendance et porteuse de bénéfices sociaux et environnementaux, et s'ouvrir aux influences des pays en développement en s'enrichissant de leur dynamique culturelle et en encourageant leur propre développement économique. Ethical Fashion Show 2005/7. L'équité est présentée comme l'enjeu principal de cette mode. Pour qu'il n'y ait aucun doute, elle est symbolisée au-dessus du logo de la manifestation, par une représentation féminine assise sur le contour d'un cercle qu'elle ferme. À l'intérieur, le titre est Ethical Fashion Show. Une femme d'allure glamour est représentée vêtue d'une robe à volants chaussée de talons et joliment coiffée. Sa volonté d'être à la mode est revendiquée sans équivoque. On peut être équitable et tendance à la fois. C'est le message principal qui sera répété sans relâche pendant toute la durée du salon. Le bras allongé, elle tient d'une main une balance sur laquelle des assiettes sont posées en équilibre. Sa tête est tournée en arrière, en signe de refus. L'abandon avec lequel elle est assise et la façon dont elle expose sa balance nous laissent comprendre qu'elle ne bougera pas, et qu'elle refusera toute proposition, jusqu'à ce que tout ce que sa balance symbolise, l'équité et l'éthique, soit équilibré. Les concepts de mode équitable et de mode éthique sont différents dans la sélection des cibles. La mode équitable rajoute la dimension nord-sud. Elle suppose que l'ensemble de la filière respecte les règles du commerce équitable et favorise les petits producteurs du Sud. La mode éthique n'a plus de frontières géographiques mais seulement morales. Elle se situe dans le cadre du développement durable, privilégiant les 3 aspects d'équité sociale, d'efficacité économique et de qualité de l'environnement, Ethical Fashion Show 2006/7. Dans son manifeste pour une mode éthique, la mode éthique est présentée comme une potentielle arme puissante de lutte contre la pauvreté, car elle s'ouvre aux influences créatives des pays du Sud et encourage leur développement économique. L'Ethical Fashion Show 2005/8.
En se positionnant également contre l'uniformisation des créations, la mode éthique prétend préserver les particularités culturelles et les styles. Elle a également pour ambition de pérenniser et de sauvegarder le savoir-faire ancestral. C'est ainsi que la mode éthique propose des produits authentiques qui racontent une histoire, et le passage entre éthique et ethnique s'effectue rapidement. Au cours de l'édition 2006 de l'Ethical Fashion, les créations de Balaki Sahar, ainsi que d'autres particulièrement exotiques, sont disposées dans l'espace haute couture. Outre la volonté de traduire une véritable reconnaissance, cet emplacement semble utiliser la liberté artistique pour composer avec des coupes et des tissus visiblement peu adaptés au style occidental. Le Salon de la mode éthique obtient un certain succès qui se confirmera jusqu'à sa 13e édition, au Carrousel du Louvre. Pour comprendre la réussite d'un tel événement, il faut d'abord considérer qu'à partir des années 1990, l'opinion publique des pays industrialisés découvre, grâce à de nombreuses enquêtes réalisées en Asie, en Afrique et en Amérique latine, les honteuses conditions de travail de celles et ceux qui fabriquent les divins vêtements et les baskets dernier cri. Et le succès du livre No Logo de Naomi Klein, Klein 2002, révèle la volonté de résister à la tyrannie des marques. L'intention de la mode éthique qui consiste à proposer des produits uniques qui racontent une histoire, répond à une demande d'éthique et d'équité déjà bien ancrée dans l'opinion publique. Et pour consolider cette réussite, ce sont certains traits caractéristiques de la mode, notamment les rapports ambigus qu'elle entretient avec le temps et l'espace qui sont encore développés. La mode instaure avec les autres lieux une relation particulière. Elle peut donc citer d'autres lieux, d'autres peuples, mettre en relation ce qui est inexorablement divisé dans l'espace et rappeler, évoquer à nouveau, revitaliser ce qui est d'un autre temps. Les grands couturiers nous enchantent avec des collections qui nous font voyager grâce à des couleurs et des formes qui viennent d'ailleurs. Ce sont eux qui donnent l'avant-goût et nous acclimatent à tout ce qui ne fait pas partie de nos usages. Ce sont eux qui nous habituent à ne pas avoir d'habitude. La posture culturaliste du salon de l'Ethical Fashion Show croise aisément certains principes économiques du commerce équitable. La vente des produits artisanaux provenant des pays du Sud est une activité importante dans le commerce équitable pour plusieurs raisons. Dans l'idéologie équitable à fondement anticapitaliste, la valorisation de l'artisanat est symboliquement une façon de se placer en opposition à la production industrielle de masse qui rend tout homogène. L'anonymat exprimé par le produit industriel entre ainsi en contraste avec le travail exclusif et manuel dans lequel son créateur doit se reconnaître et son client profiter ainsi de la particularité de son propre geste, par l'acquisition d'une pièce unique dotée d'une histoire spécifique. Le commerce équitable ayant tendance à utiliser la grille interprétative des inégalités de classe pour lire les inégalités internationales, l'artisanat des pays du Sud se trouve chargé d'une double valeur, celle du produit fait à la main, et celle du produit des pays pauvres du Sud. Toujours dans le même esprit, la pauvreté comme synonyme de manque de moyens est associée à un style de vie sobre, plus proche de la nature, et à un certain esprit communautaire que, pour des facteurs culturels, ces peuples du Sud indéfinis sont supposés posséder. Et c'est ainsi que le petit artisan ou le petit producteur du Sud est avant tout un membre d'une communauté. Van der Hoff, 2005/97, et devient le contre-exemple de la société moderne corrompue qui méconnaît les droits collectifs tout en encourageant les ambitions personnelles. Les communautés paysannes, les peuples du Sud, deviennent le modèle d'un âge d'or de l'humanité quand les hommes entretenaient des rapports sains avec les autres hommes et la nature. Toute historicité, toute complexité de ces sociétés du Sud aussi bien que du Nord, sont alors niées au profit de l'image improbable d'un autre aussi célébré qu'inexistant. Cette méprise est la dérive d'une conviction fondamentale du commerce équitable selon laquelle le problème principal du néolibéralisme est, si l'on suit les thèses de l'économie substantialiste, d'avoir détaché l'économie du social, Carey 2004/67. De plus, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.